Le ministre de l'énergie et du pétrole à l'intérieur du pays, Fumaka Godo, a à Maradi et Tawa procédé à l'électrification de plusieurs villages. 40 nouvelles localités sont désormais fournies en électricité. 116 nouveaux greffiers viennent d'être recrutés. Ces auxiliaires de justice vont renforcer les capacités des instances judiciaires du Niger. La cérémonie de leur présentation a eu lieu cet après-midi, même à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité de suivre ce journal de 20h30 le samedi 9 novembre 2013. Le parlementaire a adopté à 70 voix pour, 43 contre. La motion de confiance 5 jours après le débat autour de ce vote persiste. Manque de légitimité pour certains, corruption pour d'autres. Télé Sahel reçoit ce soir des invités pour apporter des éclaircissements donc au public sur les conditions du déroulement du vote du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 proposé en motion de confiance par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini. Donc nous recevons sur ce plateau Nassirou Seydou qui est à ma droite. Vous êtes, Monsieur Nassirou, acteur de la société civile. Nous avons aussi Dr Maman Hima de la Mouvance pour la Renaissance du Niger, donc à ma gauche, et Maître Jibo Ibrahim, vous êtes l'honorable député. Deux audiences ce jour à la présidence de la République. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu en audience dans un premier temps le consul général de Mauritanie au Niger, Abdullahi Ba Madjikeb. Toujours à la présidence de la République, le président Issoufou Mahamadou a ensuite reçu une délégation de bâtonniers du Niger et de la sous-région présents au Niger dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire du barreau du Niger. Maître Aïssata Zada à la sortie d'audience. C'est juste une visite de courtoisie au président de la République, car nous avons pour la première fois un grand nombre d'invités, d'avocats venus de presque tous les pays. En tout cas, tous les bâtonniers de l'espace UMOA sont là, des bâtonniers et des pays frères amis de l'Europe aussi. Nous avons tenu à rendre, en tant que président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une obligation pour nous de lui rendre une visite de courtoisie avec tout le beau monde que nous avons. Autre audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, Hama Amadou s'est entretenu avec le chef de la délégation de l'Union européenne, le tout nouveau Raoul Matheus Paula. Je viens de prendre fonction au Niger comme ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne. Et vous savez, donc, j'ai eu, dès mon arrivée, assez rapidement, j'ai eu l'occasion de présenter mes lettres de créance à son Excellence le Président de la République. Et après une activité assez intense, je dois dire, parce que nous avons une coopération et un partenariat très fort entre l'Union européenne et le Niger, j'ai eu cette occasion donc de rendre une visite de courtoisie à son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. Et c'était donc une occasion pour nous donc, de débattre donc, sur différents problèmes, des différents aspects de notre partenariat avec l'Union européenne, sur les enjeux donc, auxquels le Niger est confronté. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a quant à lui reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur du Mali auprès du Niger, Alhamoudou Ag-Ilien. Vous savez qu'il est de coutume, dès que nous présentons nos lettres de créance, de rencontrer après le chef de l'État, les responsables des institutions de la République. C'est dans ce cadre que j'ai entrepris de rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Niger et son Excellence le Premier ministre. Donc je suis là dans le cadre de ma présentation à son Excellence Monsieur le Premier ministre et suite à la présentation de mes lettres de créance. Et nous avons parlé des relations fraternelles et amicales entre le Mali et le Niger, de la situation sécuritaire au Mali, de la situation humanitaire de nos réfugiés, et sur lesquels il y a une totale concordance de points de vue entre le Niger et le Mali. Et les autorités de la République du Mali m'ont nommé ici, dans votre beau pays, pour continuer à les consolider davantage. Donc elles sont au très beau fixe et le Niger et le Mali vont dans la même voie.
Toujours au cabinet du Premier ministre, Brigitte Raffini a par la suite reçu l'ambassadeur de la Turquie au Niger, Hassan Oulousseï. Je disais que le samedi 9 novembre 2013, les parlementaires adoptaient à 70 voix pour, 43 contre la motion de confiance. 5 jours après, les débats autour de ce vote persistent. Manque de légitimité pour certaines, corruptions pour d'autres. Donc Télé Sahel reçoit ce soir des invités pour apporter des éclaircissements au public sur les conditions du déroulement de vote. Monsieur Nassirou Seydou, vous êtes acteur de la société civile. Vous avez suivi ces débats qui sont passés durant 13 heures au niveau de l'hémicycle. Quelle est votre réaction? Merci. Merci une fois de plus de cette occasion que Télé Sahel nous offre pour nous prononcer sur des sujets qui sont d'actualité dans notre pays. Vous avez bien parlé de la motion de confiance que les Nigériens ont suivie avec intérêt. Ce vote qui a consacré 70% des honorables députés qui sont pour la mise en œuvre du PDS sur les 2 années à venir dans notre pays et 43 voix qui se sont prononcées contre. Je pense que ce qu'il faut d'abord dire avant d'attaquer véritablement cette motion de confiance, il me semble important de m'appesantir sur un aspect ou un concept qui est souvent un peu banalisé dans notre pays, surtout par les politiciens, c'est celui de la stabilité démocratique. Je pense que tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit dans le politique, dans la société civile, dans le syndicat, et même pour nos commerçants, il est essentiel que les Nigériens se disent que si nous n'avons pas la stabilité démocratique, rien ne peut se faire dans un cadre légal. Et par là, il faut comprendre que le développement de notre pays est intimement lié. Malheureusement, quand on constate par des actes que les uns et les autres souvent posent, cela dit qu'ils ne tiennent pas compte de cette stabilité démocratique comme un impératif pour le développement de notre pays. Parce que vous allez entendre presque tous les Nigériens dire « chacun j'aime mon pays, je suis soucieux de ce qu'il va devenir », mais les actes que les gens posent véritablement, que ce soit dans la politique ou dans beaucoup d'autres secteurs, ne montrent pas ou ne démontrent pas leur attachement à la stabilité démocratique, à la stabilité des institutions. Puisque il faut que celle-ci existe pour que tu existes en tant que politicien, pour construire ou détruire même si tu veux. Il faut que cette stabilité démocratique soit une réalité dans notre pays pour que nous ayons la confiance des bailleurs de fonds pour qu'ils viennent s'investir et peut-être un temps soit peu atténuer la souffrance des paysans de ce pays-là. Je pense que c'est autour de ce concept que je voudrais que tous les Nigériens réfléchissent et qu'ils y accordent une importance capitale à cette stabilité démocratique et qu'on fasse de ça le tremplin de notre combat pour l'avenir. Parce que sans ça, rien n'est impossible. Et vous serez d'accord avec moi que la stabilité démocratique, qui est un facteur important pour le développement de notre pays, aucun acteur, je dis bien, qu'il soit politique, de la société civile ou du syndicat, ne peut hésiter à fournir les efforts nécessaires pour qu'on préserve sa stabilité. C'est pourquoi tous ceux qui iront à l'encontre de cette stabilité verront effectivement les Nigériens se dresser devant eux, ça c'est très clair. Maintenant, par rapport à ce que peut amener les Nigériens à s'entourer autour de cette stabilité démocratique, il y a effectivement les jeux politiques que les uns et les autres seront amenés à faire. Par exemple, à travers le vote de cette motion de confiance, vous avez dit, le gouvernement, moi, à mon sens, a cherché à se montrer une fois légitime et légal devant l'Assemblée nationale et aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Justement, c'est pour qu'il y ait cette stabilité que le Premier ministre Brigitte Raffini a soumis ce texte en motion de confiance. Qu'est-ce que cela suscite chez vous comme réaction? Oui, la motion de confiance, je l'ai dit, contrairement à la motion de défiance, ça c'est mon avis personnel, qui n'est pas nécessaire pour l'instant dans notre pays, la motion de confiance est un exercice qui est très nécessaire, très impératif, eu égard aux brouillards politiques qui ont brouillé, comme on dit, l'atmosphère sociopolitique de notre pays. Et à un moment donné, eu égard à tout ce que les gens connaissent comme histoire de notre pays, les gens ont créé des conditions pour que, et à l'intérieur et à l'extérieur, on doute un peu de la légitimité et de la légalité de ce gouvernement à continuer à conduire la politique de la nation. Donc, c'est un impératif, c'est un besoin pour le premier chef du gouvernement de se présenter devant les honorables députés pour démontrer à l'opinion nationale et internationale si
les honorables continuent à faire confiance au gouvernement ou non. Parce que vous savez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où tout ce que le gouvernement va poser comme acte sera d'abord accepté par l'Assemblée nationale et ensuite la politique de la mise en œuvre va suivre. Donc je pense que cela est fait. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire autour de ça. Il y a eu 70 voix pour, il y a eu 43 contre. Ça veut dire que les parlementaires ont largement fait confiance au Premier ministre. Mais je l'ai dit sur d'autres plateaux, le vote d'une motion de confiance ou faire confiance à un gouvernement est une chose. Maintenant, créer les conditions pour que la population nigérienne profite véritablement de ce PDS en est une autre. Et c'est en ce sens que les parlementaires doivent taire leurs zizanies, leurs rivalités internes pour créer les conditions de suivre véritablement l'action gouvernementale afin que ce gouvernement ait le soutien nécessaire de mettre en œuvre ce PDS au profit des populations nigériennes. Parce que tout le monde se bat pour que cette population sorte de la misère, tout le monde se bat pour que des conditions de vie de cette population soient améliorées. Et ma foi, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas cette stabilité démocratique, comme je l'ai dit, tant que le jeu démocratique ne se fait pas dans la transparence et dans les conditions où on est en train de le faire, même si par ailleurs, j'entends les gens parler de cette affaire de corruption, de tout ce qui s'est passé. Moi, à mon avis, en tant qu'acteur de la société civile, le pourquoi du vote d'un député ne m'intéresse pas. Et je pense que c'est l'avis de nombreux citoyens du Niger. Les 113 députés, ils sont en train d'accomplir une mission de la nation. Au moment où ils ont élu député, tu es député national, tu agis pour l'intérêt de la nation. Le fait d'extirper une hypothèse parmi trois, parce que moi je résume ça en trois hypothèses, partout où ces genres de circonstances peuvent se produire, les gens peuvent voir l'idée de l'argent. Comme si, par exemple, les Nigériens n'agissent pour aucune valeur au monde que l'argent. Nous sommes en train de discréditer notre pays à travers ce genre de dire. Nous sommes en train de créer les conditions pour remettre en cause même le système éducatif, certaines valeurs que nous avions apprises au bas âge qui font en sorte qu'on mette l'argent à l'écart et on croit à certaines valeurs universelles comme la justice, comme la défense des droits de l'homme, comme l'intérêt général et qui peuvent désormais cautionner nos actions. Donc je pense que ceux qui le disent, on les verse dans leur compte, mais ce qui est certain, la première hypothèse, c'est ça qu'ils ont dégagé. Les députés peut-être ont voté pour l'argent. Deuxième hypothèse, à mon sens, il faut dire que quand il y a eu l'éclatement au sein de l'opposition et de l'Oumana en tant que tel, il y a beaucoup de ténors du système politique, de la majorité et de l'opposition qui sont venus accompagner la majorité pour mettre en œuvre le programme du PDS. Donc, ces gens-là ne peuvent pas être ou ne peuvent pas ne pas avoir des accompagnements au niveau de l'Assemblée nationale. Et si les députés qui sont d'accord avec eux ont voté pour accompagner le PDS parce qu'ils estiment que ceux qui sont partis ont suivi le bon chemin pour que la population nigérienne sorte de la misère, je pense que là, ils n'ont pas voté pour l'argent, au moins ils ont voté pour une valeur, ils ont cru à ce que les autres sont venus faire et ils ont accompagné. Troisième hypothèse, il se peut tout simplement que ces députés nationaux qui ont agi dans le sens de l'intérêt général, bien qu'on en parle peu au Niger, comme si nous n'en avons pas. Pourtant, nous croyons à des valeurs, nous avons un intérêt national à défendre, nous avons l'intérêt général à défendre, et il est clair que certains Nigériens encore, et beaucoup de Nigériens continuent à y croire et à agir pour ça. Ce n'est pas une raison ou pour une autre que les politiciens vont retenir l'hypothèse de l'argent seulement et la véhiculer à qui veut l'entendre sur le plan national et international, que c'est l'argent et c'est l'argent. Justement, vous êtes acteur de la société civile, vous intervenez également sur certains plateaux. Le débat aujourd'hui est fait autour donc de la corruption, que ce soit dans la presse et que ce soit dans les titres des journaux parus cette semaine. Les gros titres parlent de corruption également, de plusieurs milliards d'ailleurs à la une des semaines. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces débats autour de la question de la corruption qui quelque part fait oublier même le vote de confiance où le gouvernement a acquis sa légitimité? Mais moi, je pense que ceux qui ont introduit cette affaire de corruption, ils l'ont fait à dessein. C'est justement, je vous ai dit, le gouvernement a mis en place des mécanismes pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il est encore légitime, qu'il est légal vis-à-vis des parlementaires. Et cela ne peut pas laisser... Nous sommes dans un jeu politique, même si les gens ne veulent pas quand même qu'on en parle beaucoup. L'opposition va créer les conditions pour illégitimer ou illégaliser un peu le vote qui s'est passé. Certainement, ils ne vont pas accepter de dire véritablement que les gens ont voté pour des valeurs. Vous savez, dès qu'il y a idée d'argent, on discrédite. Et cette situation n'est pas seulement vérifiable dans la politique, que ce soit dans la société civile, dans le syndicat et bien d'autres secteurs, c'est une question qui est liée à l'échec. Dès que vous échouez, quelle que soit la sphère, qu'elle soit politique, de la société civile ou du syndicat, les gens, pour illégitimer ce qui s'est passé, disent « Ah,
l'autre m'a battu parce qu'il a eu de l'argent plus que moi, parce qu'il a payé. Donc c'est devenu dans notre pays l'expression de l'échec. Et en ce sens, ça ternit l'image du pays, ça ternit l'image du Nigérien en tant que tel, eu égard à un certain nombre de valeurs que nous avons. Nous pouvons tourner deux à l'argent, il faut que les gens l'acceptent. Ce ne sont pas tous les Nigériens qui agissent ou qui sont guidés par l'argent dans les actions. Il faut qu'on croie que nous avions des valeurs, nous pouvons agir pour les valeurs, mais cependant, c'est lié à la position ou au statut social que l'individu occupe et il avance ses raisons. Maintenant, par rapport à la corruption en tant que telle, il est vrai, dans notre pays, beaucoup de mécanismes ou de stratégies ont été mis en place pour lutter contre la corruption, notamment la HALCIA, la ligne verte et bien d'autres structures que l'État a mises en place. Mais il est une réalité, il faut le constater. Jusqu'à présent, il y a encore des séquelles de la corruption, il y a encore des choses que la population attend véritablement de voir. C'est cette affaire d'impunité. Justement, pourquoi le débat, c'est aujourd'hui qu'il est porté? Ce n'est pas la première fois que le gouvernement de Brigitte Raffini se présente au niveau de l'Assemblée nationale. Avant le gouvernement de Brigitte Raffini, il y a eu d'autres gouvernements qui sont passés avec des motions de censure. Est-ce une pratique? Mais pourquoi cette fois-ci les gens insistent sur la corruption? Oui, ça, bon, vraiment, je ne saurais vous le dire, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de motions de censure dans ce pays où le Premier ministre parvenait à s'en sortir. Et en ce moment-là, les gens n'ont pas parlé de l'argent, ils ont parlé peut-être d'autres choses. Mais cette fois-ci, les gens sont en train de parler de l'argent. Vous savez, je vous ai parlé, ce n'est pas de la politique seulement, c'est dans presque tous les secteurs. C'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable. Je ne peux pas dire, voilà ce qui s'est passé entre X et Y. Même si les gens donnent de l'argent, personne ne peut le démontrer. Et si les gens peuvent le démontrer, aujourd'hui, notre pays s'est engagé dans la lutte contre la corruption. Les gens n'ont qu'à porter plainte et démontrer un tant soit peu qu'il y a eu un peu de l'argent. Et maintenant, la justice de notre pays va s'en servir et on va faire la lumière sur cette affaire et que désormais, ces pratiques disparaissent une fois pour toutes dans notre pays. Je voudrais un peu m'apaisantir sur cet aspect de la corruption. Parce que les mécanismes que le gouvernement a mis en place pour lutter contre la corruption sont encore insuffisants. Ils n'ont pas encore porté des fruits véritables. Et c'est pourquoi vous constatez, chacun peut accuser X ou Y comme il veut, sans qu'il n'ait des preuves et que rien ne se passe. Ça concrétise l'impunité qui continue encore à avoir une place dans notre pays et par rapport à laquelle le gouvernement doit amener aujourd'hui la riposte nécessaire pour que les lois et règlements de la République soient appliqués sur les citoyens et pour que désormais, il faut que les citoyens aient confiance à la justice et qu'ils se disent qu'on peut leur rendre justice au cas où ils se trouveraient visés par le processus. Nous en parlerons plus de ce mécanisme avec Maître Jibo Ibrahim, qui est également député, mais aussi qui est magistrat, c'est ça, ou avocat. Donc, docteur Maman, à vous dans un premier temps, bonsoir. Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes de la mouvance pour la renaissance du Niger. Si le gouvernement s'est présenté devant l'Assemblée nationale, c'est pour qu'il y ait plus de légitimité. Le gouvernement, qu'on disait à un moment, après le départ de Lumana, moderne FA Lumana, après le départ de Lumana, on pensait que le gouvernement ne pouvait pas suffisamment tenir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce départ de Lumana? Est-ce que le départ de Lumana a-t-il bloqué ou non la marche de l'État ou le fonctionnement normal des institutions de la République? Je vous remercie. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'AMRN, nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que depuis avril, quand le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, est arrivé au pouvoir avec une majorité confortable et certains partis alliés, nous avons à notre corps défendant constaté le retrait d'un de nos alliés. Ceci a donné lieu à beaucoup de supputations où souvent des gens de l'opposition se sont dit souvent que la majorité avait basculé et qu'elle avait changé de camp. Même si par ailleurs, mathématiquement parlant, arithmétiquement parlant, on avait au moins une majorité confortable de 58 députés. Mais cette lame de fond, distillée sciemment au niveau des médias, au niveau des partenaires extérieurs, a amené en toute responsabilité le chef du gouvernement à poser cette question de confiance à la représentation nationale. C'est extrêmement important. Ça a été un moment de clarification des forces politiques. Et c'est important pour réaffirmer et pour faire constater à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble des citoyennes et des citoyens nigériens, que nous avons une majorité confortable au niveau de l'hémicycle. À partir de ce moment, nous pensions que tout le monde va se mettre au travail et tout le monde va se mettre derrière le gouvernement, derrière la vision du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, avec le programme de la Renaissance et
cette opportunité et ce programme, notamment le programme de développement économique et social, qui par ailleurs a trouvé une adhésion sur le plan international. C'est important pourquoi? Parce que cette lame de fond, comme je le disais tout à l'heure, insister pour dire que la majorité avait basculé, eh bien, cette question de confiance a montré tout le contraire. Nous félicitons l'ensemble des honorables députés, au-delà de ceux qui sont déjà dans leur formation politique, à l'intérieur de la MRN, qui ont mis le Niger devant, qui ont compris la vision du président de la République sur notamment la renaissance du Niger et notamment le programme de développement économique et social. Parce que pour qui connaît le président de la République, pour qui connaît son engagement, pour qui connaît son patriotisme, aujourd'hui ce n'est pas étonnant qu'il charrie large plus que dans son camp. Vous savez, au lendemain de sa prestation de serment, le jour même de sa prestation de serment, quand il avait investi Brigitte Raffini comme Premier ministre, beaucoup de gens ils se sont dit, mais Brigitte Raffini, à l'épreuve des faits, et quand plus tard il lui a reconfié la même mission, notamment dans son discours d'août 2013, pour dire qu'il lui faisait confiance, les gens ont découvert aujourd'hui que c'est un grand rassembleur. Parce que le président de la République, en réalité, il connaît les Nigériens. Il connaît les gens avec qui il travaille. Et tout le monde a vu le sens, la sagesse et le choix pertinent que le président de la République a fait pour pouvoir mettre un Premier ministre rassembleur et qui est prêt à mettre l'ensemble des Nigériens autour du programme de développement économique et social pour essayer de faire sortir le Niger au moins de ces chantiers battus. Il y a une chose qui est extrêmement importante. La période électorale, elle est terminée. Docteur Hima, donc malgré le départ de Lumana, Modern FA Lumana, on peut dire aujourd'hui que la politique du président peut continuer. Mais bien sûr. Vous savez, le départ de Lumana, nous l'avons regretté. Parce qu'il n'est un secret pour personne que le président Issoufou Mahamadou se bat toujours contre l'exclusion. C'est un rassembleur, il n'est pas quelqu'un qui est partisan. L'ensemble des Nigériens, elle a dit qu'il va faire appel à tous les Nigériens. Malheureusement, ça a été mal perçu. D'autres ont une autre conception de la politique, d'autres ont une autre conception de la vie de l'État, d'autres une autre conception de la gestion des affaires publiques. Il a été question de coquilles vides pour justifier le retrait de certains de la mouvance pour la renaissance du Niger. Le Niger n'est pas un gâteau. Le Niger a besoin d'hommes et de femmes prêts à s'engager pour attaquer les véritables défis qui sont celles de la lutte contre la pauvreté, qui sont celles de la lutte pour l'émancipation de notre peuple, qui sont prêts à accompagner le président de la République à travers sa vision pour la sécurisation alimentaire, notamment à travers le programme 3N. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une forte adhésion au-delà des clivages politiques dans l'action du président de la République. Il y a une chose qui est extrêmement importante. Je vous l'ai dit. Nous avons été victimes de l'exclusion. Nous avons fait une opposition responsable. Le président Issoufou, un de ses leitmotifs, c'est l'état de droit. C'est la forme républicaine de l'État. Et il se bat toujours contre l'injustice, le favoritisme et la corruption. Comment aujourd'hui, un homme politique, dont tous les Nigériens connaissent le parcours, qui a toujours mis en avant l'intérêt du Niger avant toute autre chose, on peut soupçonner tant soit peu qu'il cautionne certaines pratiques. Nous faisons de la politique, mais restons sereins et il faut élever le débat et il faut faire en sorte que les actions du Niger qui sont portées, cet attrait du Niger, à cause du respect que les gens vouent aujourd'hui et qu'ils constatent sur le terrain, que cette diplomatie retrouvée du Niger, cette place honorable du Niger, il ne faudra pas que par les comportements des uns et des autres,
ou pour des questions de nombrilisme que les gens ramènent tout à leur personne. Le Niger nous survivra tous. Et ça, le président de la République l'a toujours dit. Je voudrais vous dire un seul mot. Vous savez, le président de la République, il y a une seule chose sur laquelle il est très difficile de le rencontrer très tôt le matin ou tard le soir. La première chose, quand vous le rencontrez le matin, il vous demande qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour le Niger. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour faire avancer le Niger. Quand vous le rencontrez le soir, il vous demande qu'est-ce que vous avez fait pour que le Niger avance aujourd'hui. Nous y reviendrons dans quelques instants sur le PDS, le temps de vous donner la parole. Maître Djibo Ibrahim, vous êtes avocat, vous êtes en plus député, vous êtes à l'Assemblée nationale. Le débat s'est passé à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a, la motion de confiance a été votée à 70 voix pour, 43 contre. Et le débat maintenant est porté sur la corruption. Je vous pose la question en tant qu'avocat, mais pas en tant que député, même si c'est lié, c'est le rôle que vous jouez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut accuser tout de suite un parlementaire ou l'Assemblée en tant que telle, ce qui aujourd'hui on parle de corruption, de manière aisée et tranquille? Oui, merci pour l'opportunité que la télévision nationale nous offre, en tout cas pour nous exprimer sur une question importante qui défraie la chronique, comme vous l'avez dit. Et naturellement, c'est très facile effectivement d'accuser quelqu'un de tel ou tel acte, non pas seulement la corruption, mais seulement le plus important, c'est de pouvoir apporter la preuve de ce que vous apportez. Donc de ce que vous avancez comme étant un fait. Donc à l'espèce, je suis vraiment indigné que une telle information soit en tout cas galvaudée un peu partout. Indigné parce que je me rends compte que les gens à la limite n'ont aucun respect pour nos institutions. Parce qu'en fait le député ou l'Assemblée dans son ensemble, c'est une institution de la République. C'est des citoyens nigériens à qui d'autres citoyens ont fait confiance pour exercer une mission bien précise. Et les textes de la République qui ont prévu, étant dans un système démocratique et particulièrement dans un régime semi-présidentiel, les textes qui régissent la matière ont bien prévu la manière dont ces députés-là accomplissent leur mission et la manière par laquelle ils se font leurs convictions. Donc, si le gouvernement dirigé par son Excellence Birji Rafini a cru devoir, à ce moment précis, demander au Parlement sa confiance, quoi de plus normal, beaucoup l'ont dit, en tout cas ce n'est un secret pour personne, du point de vue de la légalité, le problème ne se pose plus. Tous les citoyens sont convaincus de cela. Mais maintenant, lier la conviction des députés sur le fait qu'ils ont été corrompus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment manquer à la limite du respect pour l'institution que représente le Parlement. Dans les journaux, les débats sur la télévision, c'est pratiquement des affirmations que les uns et les autres font. Est-ce que juridiquement, ceci est excusable? Et naturellement que ce n'est pas excusable. Bien sûr, quand vous accusez quelqu'un d'avoir posé tel ou tel acte, il faudrait forcément apporter la preuve de ce que vous affirmez, de ce que vous avancez. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas à mesure de le faire, naturellement que vous tombez à votre tour sous le coup d'une infraction, notamment la diffamation. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui pourrait nous faire avancer ici dans cette affaire, ce serait, pour ceux qui pensent que les députés ont été corrompus, il faudrait, en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure Nassirou, qu'ils ne s'arrêtent pas au stade de simples accusations, de propager l'information au niveau de la presse, mais qu'ils agissent, qu'ils saisissent les autorités, en tout cas compétentes à la matière, pour que, enfin, ces autorités-là puissent dire véritablement s'il y a corruption ou pas.
Vous allez naturellement me dire que, mais non, en matière de corruption, ce serait difficile d'apporter la preuve. Mais justement, c'est là où l'aspect juridique est très important. Parce que tant que vous n'êtes pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez, vous ferez mieux de vous taire. Il ne sert à rien d'avancer quelque chose que vous ne pouvez pas avancer et que vous ne pouvez pas justifier. En tout cas, ce serait faire de la politique politicienne, quelque part, ce qui, en tout cas, à l'espèce, ne nous avance pas, en tout cas pour le Niger. Je pense très bien, et beaucoup de Nigériens sont convaincus qu'en procédant de cette manière-là, simplement pour noyer, en fait, la légitimité, comme vous l'avez dit dans votre introduction, la légitimité que le Premier ministre, à travers ce vote-là, tire, n'est-ce pas, du Parlement. Est-ce que quelque part, faire des accusations gratuites, comme vous le dites, est-ce que ce n'est pas la crédibilité de l'institution, l'Assemblée nationale, qui est remise en cause ici, étant un pilier du régime démocratique? Non, en fait, c'est cela, en fait, tout à l'heure, je l'ai dit, quand je disais que c'est, en fait, manquer du respect à l'institution que représente l'Assemblée nationale du Niger, que de penser que les députés ont été convaincus parce qu'on leur a donné, en tout cas, ils ont été corrompus pour certains. Et là, les gens feignent ignorer que les textes fondamentaux, notamment la Constitution, dit bien que le mandat impératif est nul. Autrement dit, le député, en tant que représentant de la nation, a libre choix par rapport à ses opinions. Autrement dit, il a toute la liberté, en tout cas, d'exprimer ses opinions au cours des débats, au cours de certaines prises de décision. Et à ce niveau-là, cette conviction étant, dans la plupart des cas, va au-delà des considérations partisanes, puisque si c'est le cas, cela voudrait simplement dire que tant que votre parti politique aura dit de voter dans tel sens, vous n'avez aucune possibilité de faire autrement. Or, la Constitution l'interdit. D'accord. D'accord, c'est compris, maître. Nous y reviendrons, rester avec nous quelques instants, de revenir sur le programme de développement économique et social. Le temps de poursuivre cette édition avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a procédé ce matin à Guesquerou, dans le département de Difa, région de Difa toujours, au lancement de la campagne nationale de culture irriguée 2013-2014. C'était en présence des autorités régionales de Difa et des partenaires au développement. Nous y reviendrons plus en détail demain. À Maradi, inauguration hier de plusieurs nouvelles localités électrifiées. La mise en service a été faite par le ministre de l'Énergie et du Pétrole en présence du secrétaire général adjoint de la région, Sanoussi Garba Ibrahim Hassumissou. Après Zender, c'est au tour de la région de Maradi de recevoir la délégation du ministre de l'Énergie et du Pétrole en mission dans le pays pour les inaugurations des nouvelles localités électrifiées. Fumoko Igado est accompagné dans ce déplacement de son secrétaire général, de membres de son cabinet, des directeurs centraux et du directeur général de la Nigélec. Cette opération concerne une série de 40 localités pour l'ensemble du territoire national, dont 4 pour la région de Maradi, plus une ligne électrique moyenne tension de 6 km. C'est le village de Radi, Gonao, dans la commune rurale de Jiratawa qui a servi de cadre au lancement. S'adressant aux populations des villages desservis et en présence des différentes autorités, des cadres de l'énergie et de la Nigélec de Maradi, le ministre Fumoko Igado a indiqué que grâce à l'énergie électrique aujourd'hui disponible, ces localités intègrent le monde moderne où toutes les opportunités de développement économique et social sont offertes. Vous disposez désormais, leur a-t-il dit, du produit qui permet de faire fonctionner toutes les machines et appareils électriques, permettant ainsi d'améliorer vos conditions de vie à travers l'utilisation d'appareils électroménagers tels que l'éclairage, le téléviseur, le réfrigérateur, le ventilateur, le climatiseur, pourquoi pas, les moulins à grains électriques, les postes à souder, etc. Et pour le bon fonctionnement également des services sociaux de base. Au ministre Fumoko Igado de dire « Nous en sommes conscients, autant l'électricité est réclamée en ville, autant le besoin se fait sentir de plus en plus en campagne. » Cette quête continue de l'amélioration des conditions de vie des populations du Niger sera poursuivie par la mise en œuvre d'une politique énergétique ambitieuse qui permettra d'assurer la sécurité de l'approvisionnement du pays et l'accès du plus grand nombre de ménages à l'énergie électrique. Concomitamment aux efforts d'électrification, le gouvernement de la 7e République a adopté un tarif
en diminuant de 25% le prix du kilowattheure pour la tranche sociale qui passe de 79,25 francs CFA à 59,45 francs CFA. Ceci afin de permettre aux populations à faible revenu, tant rurales qu'urbaines, d'accéder à l'énergie électrique. Mieux, dans chaque nouvelle localité électrifiée, il est accordé aux 50 premiers clients de la Nigélec une forte réduction du coût de branchement qui passe d'une moyenne de 80 000 francs CFA à seulement 10 000 francs CFA. L'énergie électrique que le gouvernement vient de mettre à votre disposition vous permettra d'améliorer vos conditions de vie, d'entreprendre des activités génératrices de revenus, d'améliorer le rendement scolaire de vos enfants et de développer les travaux d'irrigation pour l'atteinte des objectifs du programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'utilisation de l'électricité n'étant pas sans risque, je vous exhorte à la plus grande prudence dans la manipulation de cette forme d'énergie. Il a ensuite évoqué les grands projets en cours pour l'atteinte des objectifs, entre autres des constructions de centrales de Gorubanda et de Salkadamna, du barrage de Kandadji, de lignes haute tension, de prévisions budgétaires de plusieurs milliards de francs CFA pour l'électrification par kit solaire individuel, et aussi de la mise en service d'une agence de promotion de l'électrification en milieu rural pour une forte mobilisation des ressources. Auparavant, le représentant du préfet, le maire, le chef de canton et celui du village ont tour à tour pris la parole pour remercier et reconnaître que l'électrification des villages est une vraie piste de développement socio-économique, d'où toute l'importance de cette cérémonie d'inauguration. Par leur voix, les populations desservies expriment leur profonde reconnaissance et leur adhésion totale aux idéaux de la renaissance du Niger. La délégation est ensuite passée à Houdel, Tarna et Kadata pour le geste tant attendu, à savoir la mise en service du courant électrique. Restons donc avec les activités du ministère de l'Énergie et du Pétrole qui séjournent dans la région de Tawa dans le cadre des inaugurations d'une série de 40 localités nouvellement électrifiées sur l'ensemble du territoire national. Il était dans le département de Bouza, Keta et Tawa. Fumako Godo est accompagné dans ce déplacement par le directeur général de la Nigélec et de plusieurs autres personnalités, Assoumana Tijani et Azirabiou. Chose promise, chose due. Par ce geste du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Gado, le gouvernement de la 7e République vient une fois de plus d'honorer ses engagements. Un gouvernement qui, il faut le dire, a fait de l'amélioration des conditions de vie des populations la priorité de ses priorités. À compter de ce jour, la commune rurale de Déoulé, le village de Jibala Dabagui, dans le département de Bouza, la commune rurale de Laba, dans le département de Keta et le village de Bagga, département de Tawa, sont tous électrifiés. Les habitants des villages bénéficiaires se sont réunis à Déoulé pour célébrer dans la joie et dans une ambiance festive cet événement historique qui sera à jamais gravé dans leur mémoire. Nous voici aujourd'hui par la grâce d'Allah, de Tout-Puissant, dans la région de Tawa, dans le cadre de l'inauguration d'une série de 40 localités nouvellement électrifiées sur l'ensemble du territoire national. De ces localités électrifiées dans le cadre du programme d'électrification rurale du gouvernement, 7 plus une ligne électrique moyenne tension de 38 km sont dans la région de Zender, 4 plus une ligne électrique moyenne tension de 6 km sont dans la région de Maradi, 5 dans la région de Dosso, 14 plus une ligne électrique moyenne tension de 41 km sont dans la région de Tawa, et enfin 10 sont dans la région de Tillabéri. Concomitamment aux efforts d'électrification, le gouvernement de la 7e République a adopté un tarif en diminuant de 25% le prix du kilowattheure pour la tranche sociale qui passe de 79,25 francs CFA à 59,45 francs CFA. Ceci afin de permettre aux populations à faible revenu, tant rurales qu'urbaines, d'accéder à l'énergie électrique. Dans chaque nouvelle localité électrifiée, il est accordé aux 50 premiers clients de la Nigélec une forte réduction du coût du branchement qui passe d'une moyenne de 80 000 francs CFA à seulement 10 000 francs CFA. Le maire de la commune rurale
sécurité de notre pays au premier chef, son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, pour avoir concrétisé un de ses vieux rêves. La population de mon entité administrative ne dormira plus dans l'obscurité, disait-il, dans une émotion à peine contenue. L'honorable chef de canton de Daoulé et le préfet de Bouza, Abdraman Ilyas, se sont également réjouis. Ils n'ont pas manqué de féliciter le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoye Gado, pour son engagement personnel et sa persévérance dans le travail qui ont permis d'intégrer ces localités dans le monde moderne où toutes les opportunités de développement économique et social sont offertes. Pour Salifou Barmou, gouverneur de la région de Tawa, grâce à cette énergie électrique, ces villageois peuvent désormais entreprendre des activités génératrices de revenus, améliorer le rendement scolaire de leurs enfants et développer les travaux d'irrigation pour l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. L'utilisation de l'électricité n'étant pas sans risque, le ministre Foumakoye Gado a à toutes les étapes exhorté les populations à la plus grande prudence de la manipulation de cette forme d'énergie. Après les différentes cérémonies d'inauguration et de mise en service du réseau électrique de Zender, le directeur général de la Nigélec est revenu sur l'accord signé par le Niger et la Chine et qui concerne l'utilisation de la réserve de la Soraz au profit de Zender, Maradi et Malbaza dans le cadre du renforcement du réseau électrique. Halid Alassane a également saisi l'occasion pour parler de la situation actuelle de la zone du fleuve et les mesures urgentes prises dans ce cadre. Garma Maman Kabiru et Ali Abdou. De la production de la centrale de Zender, la centrale de Maradi, la centrale de Malbaza et Tawa, il y aura 10 MW supplémentaires qui vont venir s'ajouter. Ceci va permettre aussi de stabiliser la qualité de la tension. Vous voyez que pendant la saison chaude, quelquefois vous avez des chutes de tension. Le fait d'ajouter une production supplémentaire, une source de production supplémentaire, a techniquement pour avantage d'améliorer la qualité de la tension. Maintenant, l'autre amélioration possible, ça peut être du côté des tarifs. Mais ceci est conditionnel parce que ça dépendra du coût de cession que la Soraz va nous octroyer. Nous allons maintenant entrer en négociation avec la Soraz sur l'arbitrage de l'État, parce que les questions tarifaires, ce sont des questions qui sont gérées par les autorités publiques. Et nous allons convenir du tarif de cession que la Soraz va concéder à la Nigélec. Dépendamment maintenant de ce tarif-là, nous allons étudier, voir l'impact que ça peut avoir sur le plan financier général de la Nigélec. Et si ce tarif est bon, ce que nous espérons vivement, les pouvoirs publics peuvent amener la Soraz peut-être à céder, pourquoi pas gratuitement, cette énergie à la Nigélec. Et à ce moment, la Nigélec va répercuter les ressources sous forme de réduction des tarifs au profit de la population. En mai dernier, je crois que toute la communauté nigérienne et même la communauté internationale a su qu'il y a eu une chute de pylônes au Nigeria qui a entraîné la déconnexion de la ligne qui alimente la zone fleuve du Niger, qui intègre les régions de Dosso, Niamey et Tillabéri. La Nigélec a mis en place une solution provisoire. Donc ils nous ont saisi pour dire qu'ils ont besoin de couper la ligne pour faire les raccordements. Et cela va nécessiter, au début nous avait annoncé 5 jours, on a dit que ce n'était pas supportable par nous. On a négocié, on a ramené cela à 3 jours. Et on a obtenu de programmer ça le week-end. On avait voulu faire les travaux samedi, dimanche et un peu lundi. Donc, compte tenu des débats qu'il y avait à l'Assemblée le samedi, nous avons décalé et nous avons commencé la coupure le dimanche. C'est ça qui explique les coupures de ces 2 jours qu'on a constatés dans la zone ouest, dans la zone fleuve de notre pays. Cérémonie de présentation de 116 nouveaux greffiers cet après-midi même à Niamey. Ces auxiliaires de justice viennent d'être recrutés pour renforcer la capacité des instances judiciaires du Niger. C'était sous la présidence du ministre de la Justice, garde de Sceaux, Djari Issaka Sidoukou Abdou. C'est la première du genre dans le corps de la justice nigérienne
un recrutement surtout des 49 greffiers de la catégorie A2 et 67 greffiers de la catégorie B. Au total, 116 greffiers recrutés. Une intégration dans la famille judiciaire rendue possible grâce à la volonté des autorités de la 7e République, mais aussi ce recrutement répond aux besoins cruciaux du personnel exprimé dans les différentes instances judiciaires du pays. Le diagnostic des états généraux donnait 0,6 greffiers pour un magistrat. Il était courant de trouver dans certains tribunaux des bénévoles ou même des magistrats joués aux greffiers. Donc, en dépit de ce recrutement massif de greffiers, nous aurons 322 greffiers pour 370 magistrats actuellement en activité, soit 0,87 greffiers pour un magistrat. C'est pourquoi, conformément aux engagements du président de la République, je voudrais rassurer les omis du dernier recrutement, soit 25 greffiers, que les dispositions sont d'ores et déjà prises pour leur recrutement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les greffiers entrants, vous intégrez la noble institution qu'est la justice dans un contexte où les avancées démocratiques enregistrées par notre pays ont créé un besoin de justice plus fort, traduisant la soif de justice de nos concitoyens. C'est dans le souci de répondre à cette exigence que le président de la République a tenu à vous intégrer ce titre dans l'administration de la justice. Il est donc attendu de vous une parfaite abnégation et un total dévouement au service des justiciables. En tant qu'agent du cadre des services judiciaires, vous devez obéir à votre hiérarchie en tout ce qu'elle vous commandera pour le bien du service et faire preuve de disponibilité constante afin de donner à la justice l'image d'une institution exemplaire, crédible et satisfaisante au service du peuple nigérien. Cette intégration effective va permettre à la justice d'être plus efficace. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est le lieu d'interpeller les nouveaux greffiers quant au comportement qu'il faut avoir pour une bonne image de la justice de notre pays. La représentante des greffiers a promis d'être à la hauteur des tâches qui les attendent. Une intégration qui nous rend fiers d'être Nigériens et qui nous permet de nous mettre au service de notre pays pour une justice plus rapide et efficace. Parce que vous n'êtes pas sans savoir du problème d'insuffisance des greffiers dans presque toutes les juridictions du Niger. Donc vous conviendrez avec nous que cette nouvelle génération de greffiers ne peut que contribuer au développement de notre cher pays de Niger. C'est aussi le lieu de rendre hommage à Dieu le Tout-Puissant, à nos parents, à son Excellence le Président de la République du Niger, premier magistrat du Niger, son Excellence Mohamed Issoufou. En attendant leur déploiement effectif sur l'ensemble du territoire, les instances judiciaires peuvent déjà commencer à préparer les bureaux. Le ministre de la Santé publique a effectué cet après-midi une visite conjointe avec l'ambassadeur de France au Niger au centre de la recherche médicale et sanitaire CERMES. Objectif, s'enquérir sur les conditions de vie et de travail des agents du dit centre. Sekinato Abdou et Hamidou Abdoulaye. Cette visite entreprise conjointement avec le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de France au Niger prouve la bonne coopération existante entre le Niger et la France. Au cours de cette visite, la directrice générale du CERMES a présenté le Centre de recherche médicale et technique, qui est un établissement public à caractère scientifique et technique créé en 1980 par l'Organisation de coopération et de coordination pour la lutte contre les grandes endémies. Et ceci afin d'effectuer des recherches sur les méningites et les schistosomoses. Le CERMES a pour vision principale de contribuer par la recherche, la santé publique et la formation à l'amélioration de la santé des populations au Niger et sur le continent africain. S'en est suivi une visite dans les locaux du CERMES où le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de France au Niger ont remis des attestations à certains participants en fin de formation au sein du CERMES. Le ministre de la Santé a saisi cette opportunité pour remettre une médaille d'honneur de la santé publique au nom du président de la République à Pierre et Anne-Marie Moussa pour les multiples efforts à l'endroit du CERMES.
On vient de recevoir la visite de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France et de Monsieur le Ministre de la Santé publique du Niger, ici au CERMES, donc le CERMES qui est le Centre de recherche médicale et sanitaire, ici à Yantala. Et au cours de cette visite conjointe, nous avons eu l'honneur de recevoir des mains de Monsieur le Ministre, mais de la part de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mamadou Issoufou, une médaille d'honneur de la santé publique destinée au couple Pierre et Anne-Marie Moussa, qui ont fait une généreuse donation au CERMES de l'ordre de 300 000 € pour construire le centre de formation qui porte leur nom, donc le centre de formation Pierre et Anne-Marie Moussa, qui est situé dans l'enceinte du CERMES et qui est composé à la fois d'un bâtiment pour la formation et d'un bâtiment pour les hébergements. Donc en fait, ce don a permis la construction de ce centre. Il a été fait en 2007, la première pierre avait été posée en 2007 et c'est aujourd'hui, donc le 14 novembre 2013, qu'une reconnaissance à travers cette médaille leur a été faite. Et nous sommes vraiment très honorés et très fiers, très reconnaissants également au gouvernement nigérien d'avoir su reconnaître ce don et cette générosité de monsieur et madame Moussa qui portent vraiment le Niger dans leur cœur. Et j'irai moi-même leur remettre et l'attestation, le décret bien sûr, et les médailles, une pour chacun, une pour Pierre et une pour Anne-Marie Moussa, lors de mon prochain voyage à Paris. La signature du livre d'or par le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de France au Niger a immortalisé cette cérémonie du donner et du recevoir. Poursuivant sa mission de supervision des services de santé, le ministre de la Santé publique, qui était dans la région de Tawa, a effectué plusieurs visites au niveau de la ville. Mohamed El Mokhtar Laolissini. Le ministre de la Santé publique s'est rendu tout d'abord au district sanitaire de Tawa et au centre de santé intégré de Garkawa. Au district, le médecin-chef a relevé dans sa présentation un certain nombre de problèmes, notamment les arriérés dans le remboursement des frais liés à la gratuité des soins pour certaines couches de la population, le manque d'un hôpital de district, le manque de médecins-chefs adjoints et les risques d'effondrement des CSI de Latchiwa et Moguer. Au CSI de Garkawa, l'on peut retenir surtout l'exiguïté des locaux, le manque de réfrigérateurs pour la conservation des vaccins et l'insuffisance de formation du personnel en santé de la reproduction. Dans les présentations de la DRSP, du CHR et de la maternité Tassigui, qui ont suivi la visite des districts sanitaires de Tawa, nous pouvons en général retenir comme point à améliorer le remboursement des factures de la gratuité des soins, la vétusté du parc automoto, la disponibilité des ambulances, la disponibilité et la répartition des ressources humaines, le renforcement du plateau technique, la disponibilité des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine et des tests de diagnostic rapide, la disponibilité des supports de collecte des données, la gestion des déchets biomédicaux, la régulation de l'offre de soins dans la ville de Tawa. Au plan spécifique, la présentation du CHR a fait état de la mauvaise qualité du réseau d'alimentation électrique et de la difficulté dans l'approvisionnement en sang. À la maternité Tassigui, l'on a mis l'accent sur l'insuffisance des gynécologues obstétriciens et l'exiguïté des locaux. Ces derniers problèmes pourrait trouver sa solution dans le transfert de la maternité Tassigui dans les locaux du centre mère-enfant. Une opération prévue, si tout va bien, en décembre 2013. La visite du dépôt des zones de l'ONPPC a permis à la mission du ministère de la Santé publique de constater l'absence des groupes électrogènes de relais indispensables pour le stockage de certains produits. La concurrence déloyale des marchés parallèles de la vente illicite des médicaments a été également évoqué à la ONPPC Tawa. Le programme de visite du ministre Manu Arali s'est achevé au cabinet des soins infirmiers ADER. À ce niveau, la mission ministérielle a constaté la non-conformité des locaux avant d'appeler au respect du paquet d'activités conformément à la loi en vigueur. À noter pour terminer que partout où il est passé, le ministre Manu Arali a félicité les personnels de santé pour leurs efforts, malgré naturellement des insuffisances, pour s'occuper des questions de santé des populations, avant de les inviter
au respect des lois et règlements en matière de santé. Tant que vous êtes sur cette ligne, a souligné le ministre de la Santé publique, je serai votre avocat, a conclu Mano Arali. Poursuivant quant à lui son séjour dans la région de Maradi, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Ada Chefou, a rencontré les maires de l'ensemble des communes de la région. Objectif échanger avec les élus du peuple de la politique nationale en matière de l'environnement. Kassoum Moutari. 3 allocutions ont marqué cette importante cérémonie. Celle d'abord de bienvenue prononcée par le maire de la ville de Maradi, Kassoum Mokhtar, le discours du vice-président du conseil régional, Mohamed Siraj Moussa, représentant le gouverneur empêché, et l'intervention du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Ada Chefou, pour qui la mise en place d'un tel ministère montre l'attachement que les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre Birji Rafini, accordent aux questions de l'environnement en général et de la salubrité en particulier. Cette mission à l'intérieur du pays du ministre de l'Environnement intervient seulement 3 jours après le vote par la représentation nationale qui, il faut le rappeler, par une large majorité, a accordé sa confiance au programme du Premier ministre, donnant ainsi au gouvernement toute la légitimité pour poursuivre les actions de développement au bénéfice de nos vaillantes populations. Occasion saisie par le ministre de l'Environnement, Ada Chefou, de remercier les députés nationaux avant de les rassurer que son département ministériel ne ménagera aucun effort pour poursuivre les efforts louables déjà entrepris et s'atteler dès maintenant au travail initié pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS. Pour le ministre Ada Chefou, il s'agit à travers cette rencontre de discuter et d'échanger avec les représentants du peuple de la question de salubrité afin de trouver des solutions durables à la prolifération des déchets urbains. En effet, le diagnostic qui est fait à la matière est amer. Nos villes sont sales et la faute incombe à nous tous. Comment comprendre que nous puissions continuer à vivre avec des ordures ménagères sous nos fenêtres? Comment contribuons-nous à vivre avec des déchets plastiques accrochés partout à nos arbres et éparpillés dans les cours de récréation de nos enfants à l'école, a-t-il fait remarquer. Cet état de fait transforme nos villes en un vaste dépotoir de déchets. En dépit des efforts faits, il faut le reconnaître, d'une part par le gouvernement et d'autre part par les collectivités territoriales pour juguler ce fléau. Actuellement, le mal n'a cessé de persister au point de défigurer non seulement le milieu urbain, mais également les espaces urbains et périurbains, les marchés, les espaces non construits, comme les champs de culture, les espaces pastoraux, posant des nuisances de toutes sortes et des problèmes de santé publique à toute la population. Cette rencontre de Maradi va donc constituer un point de départ pour permettre aux différents acteurs de prospecter les voies et moyens afin de trouver des solutions durables et pérennes et renverser les tendances actuelles de l'insalubrité dans nos cités. Le ministre a par la suite invité les participants à la rencontre à donner à être au devant de ce combat, car en tant que premier représentant de la population, à assurer le leadership au niveau de leur commune, auprès de leurs électeurs et des populations pour les sensibiliser, les conscientiser à changer leur comportement et à adopter un comportement favorable à l'hygiène et à l'assainissement de leur environnement. Un débat fort enrichissant s'en est suivi au cours duquel les participants sont intervenus, qui pour poser des questions, qui pour faire des propositions concrètes à la délégation ministérielle, qui encore pour faire des suggestions. Une mission conjointe coopération française, UNICEF, a séjourné hier dans la région de Maradi. L'ambassadeur de France et le représentant de l'UNICEF en compagnie du gouverneur et du président du conseil régional ont effectué des visites sur le terrain. Il s'est agi pour les deux diplomates de constater de visu les actions menées dans le cadre de la santé. Adina Galas, Sanoussi Garba. Depuis 2 ans maintenant, on a accentué les efforts sur le plan budgétaire. Il y a une aide budgétaire pour le Niger, il y a des actions qui sont menées via le ministère de la Santé, il y a des actions qui sont menées via l'UNICEF. Et ce que je voulais, c'était avoir un exemple de ce que ça, des résultats sur le terrain. Et donc on a vu ce matin toute la chaîne du système de santé qui existe ici, en commençant par une case de santé, puis un CSI, puis l'hôpital ici.
pour voir comment sont traités les enfants, les mères qui en ont besoin, comment la prévention se fait, et puis ensuite, en fonction des cas les plus graves, tout le dispositif qui se met en place. Donc c'était important, et j'en retire d'abord un sentiment d'admiration pour tous les personnels qui travaillent dans ces institutions, parce qu'ils ont beaucoup de travail dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, et c'est un travail important et qui a déjà donné ses résultats, puisque les taux de mortalité infantile, de mortalité des mères ont beaucoup baissé, et donc c'est un domaine de la santé où vraiment les résultats sont encourageants. Mais il faut continuer le travail, et donc avec mon collègue et ami de l'UNICEF, c'est important pour nous de voir sur le terrain, pour ensuite, de retour à Niamey, et puis aussi avec nos sièges respectifs et nos capitales, voir comment on peut faire pour avoir encore plus de moyens, et puis discuter avec les autorités nigériennes, parce qu'il y a ce que peuvent faire les partenaires extérieurs, mais il y a aussi ce que doivent faire les élus locaux, tous les responsables, et c'est ce que le gouverneur et le président du conseil régional ont fait ce matin aussi, pour sensibiliser les populations. Il faut que chacun y apporte sa contribution, y compris les villageois dans le premier village où on est allé, qui peuvent aider à faire en sorte que la case de santé fonctionne mieux, par exemple. Donc voilà, c'était pour voir tout ça, et ça a été très riche d'enseignements pour nous. Pour le représentant de l'UNICEF, Guido Cornale, même si le travail est remarquable, tous doivent s'y mettre, car ce qui reste à accomplir est énorme, et le diplomate est impressionné. Il lance un cri de cœur. Ce que je peux tirer de ça, c'est que le travail est énorme. On voit la quantité d'enfants qui sont hospitalisés, soit dans les pédiatries, soit dans les pavillons de récupération nutritionnelle, des malnutris sévères. Le travail, je disais, est énorme, et il a besoin d'un effort de tous les partenaires, et surtout un effort du gouvernement. Cela est en train de se produire, mais je dirais que malgré tous les moyens mis en place, on est encore confronté à des problèmes très sérieux pour ce qui est la santé des femmes et des enfants. Je pense que la bataille n'est pas du tout gagnée. Donc l'effort ne doit pas se faire seulement au niveau des structures sanitaires, je pense que l'effort doit se faire aussi au niveau communautaire, parce que les familles puissent dédier plus d'attention, plus de temps aux soins aux enfants, pour qu'ils puissent bénéficier de plus d'eau potable, d'assainissement. Les mères doivent avoir plus de temps pour s'occuper de leurs enfants. Il faut prévenir le paludisme, par exemple, parce qu'on sait que c'est une grande cause de malnutrition chez les enfants. Et cela, ça ne se fait pas seulement à l'hôpital. À l'hôpital, c'est trop tard. Il faut le faire au niveau communautaire. Il faut le faire avec des moyens qui sont, à mon avis, tout à fait accessibles aux communautés. Maintenant, la visite d'aujourd'hui, ça nous permet de voir avec un de nos grands partenaires, des grands bailleurs de fonds de l'UNICEF, c'est la coopération française. Cette visite conjointe avec monsieur l'ambassadeur de France nous a permis de voir sur le terrain quelle est la réalité, de voir le fonctionnement du service de santé, et je dois dire qu'on est assez impressionné de l'efficience du système. Je veux dire, on voit que le personnel est là, les structures sont en place, les systèmes de référence marchent. C'est intéressant de voir donc les circuits que les malades, que surtout les femmes et les enfants doivent suivre pour arriver aux soins intensifs qui sont dispensés ici au niveau de l'hôpital de Madaroufa. Mais comme je disais, ça ne suffit jamais. Il faut qu'il y ait un engagement renforcé de la part de l'État. Il faut reconnaître aussi le travail des ONG en appui, en particulier de Forsani. C'est l'ONG qui appuie l'hôpital distrital de Madaroufa. C'est un travail remarquable, main dans la main avec le personnel de santé de l'hôpital, avec donc les structures de santé étatiques. L'UNICEF vient en appui avec tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre en termes d'entrée nutritionnelle, en termes de médicaments, en termes d'appui technique, de formation, de supervision et aussi de suivi et monitorage des indicateurs qui sont récoltés au niveau des formations sanitaires. Il faudrait aussi que les structures locales, donc que les communes, que les élus locaux puissent participer de plus en plus dans la gestion des services de santé. C'est très important parce que c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement central, ce n'est pas seulement le problème de monsieur le gouverneur avec lequel nous avons fait cette visite, c'est aussi le problème des communautés et de leurs représentants, donc soit des autorités traditionnelles, soit des élus locaux, que je pense qu'avec ce processus de décentralisation qui est en cours, pourront avoir des responsabilités accrues. Et on souhaite qu'avec le transfert de compétences, puisse y avoir aussi un transfert de ressources qui correspond aux besoins et qui puisse donc aider les collectivités locales
à faire leur travail, à faciliter les rapprochements entre les services et les communautés. À Zender, en mission de travail à l'intérieur du pays, la délégation comprenant la directrice générale de l'administration pénitentiaire, de la sécurité, de la réinsertion, le directeur plutôt général des affaires juridictionnelles du ministère de la Justice et aussi le conseiller technique du ministère de l'Intérieur, tous se sont rendus à la maison d'arrêt pour s'enquérir des conditions de vie et de séjour de la population carcérale. Garba Maman Kabiru, Ali Abdou. Le début des années 1900 et réhabilité en 1945, la maison d'arrêt de Zender compte à la date de ce mercredi 13 novembre 2013 319 détenus, dont 142 condamnés, 164 prévenus et 12 mineurs, dont 96 venus du département de Myria pour une capacité d'accueil de 700 personnes. Aussi, la mission qui sillonne le pays et comprenant la directrice générale de l'administration pénitentiaire, de la sécurité et de la réinsertion, Mme Adamou Boubata, le directeur général des affaires judiciaires et SO au ministère de la Justice et le conseiller technique du ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses s'est-elle rendue au niveau de cette maison d'arrêt pour s'enquérir des conditions de vie et de séjour des détenus, constater de visu l'état de cette gigantesque bâtisse et échanger avec la population carcérale. Des échanges et dialogues en sont fructueux entre les deux parties dans un climat de confiance, de sérénité et de respect mutuel, échanges au cours desquels des préoccupations majeures et autres soucis ont été évoqués par les prisonniers, des mesures et dispositions pratiques prises par les responsables en charge des questions judiciaires indiqués par les membres de la mission qui n'ont pas manqué de s'appesantir sur tous les efforts que déploient les autorités de la 7e République dans l'amélioration des conditions et cadres de vie au profit des détenus en vue de leur réinsertion. Le comportement des détenus de la maison d'arrêt de Zender, où l'on ne connaît pas cette année des récidivistes, notamment les prisonniers ayant bénéficié de la remise gracieuse présidentielle l'année dernière, a à plus d'un titre régi la délégation. Comme toutes les autres prisons, le problème c'est le manque de jugement, la lenteur dans le traitement de leurs dossiers, mais également à ce niveau, des dispositions ont été prises par le ministère de la Justice afin que les magistrats en charge des différents dossiers puissent accélérer les procédures. Le cas de Zender est une exception où les récidivistes, pour le moment, le régisseur nous a confirmé qu'aucun récidiviste n'est revenu. Et vraiment, nous aimerions que cet exemple soit suivi au niveau de toutes les prisons. Autre motif de satisfaction, ce sont les activités génératrices de revenus que mènent les prisonniers, notamment le tissage des chaises et lits, le jardinage, le macramé, le crochet à main et autres techniques de fabrication de certains objets de valeur et apprentissage à la lecture et écriture en français. Le marabout, de manière désintéressée, s'emploie depuis 17 ans au niveau de cette maison d'arrêt pour faire acquérir aux détenus des connaissances en matière religieuse à travers des prêches. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de restitution et de validation du code de financement et de modalités d'appel à proposition pour le financement des investissements dans le secteur agricole initié par le ministère de l'Agriculture. Il vise à restituer le résultat de l'étude et valider les outils élaborés par l'étude qui a été lancée pour capitaliser les investissements dans le secteur de l'agriculture au Niger. Djouari Isaka, Barokoba. Le ministère de l'Agriculture avait lancé une étude pour capitaliser les résultats des investigations afin de préparer au mieux la mise en place de nouveaux mécanismes de financement, ici code de financement, à même de fédérer les mécanismes existants et concevoir un outil consensuel de gestion des investissements futurs dans le cadre d'une agriculture durable. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui vise à enrichir et à valider le projet de code de financement et les modalités d'appel à proposition. Aussi, je vous invite à examiner sans complaisance les documents proposés par l'étude et à adopter de façon consensuelle ce code de financement. À cet effet, je vous exhorte à agir de façon proactive afin non seulement d'échanger vos expériences et vos expertises en la matière, mais aussi de vous approprier les outils proposés
pour la mise en œuvre efficace d'une agriculture durable dans notre pays. Le haut niveau de participation que je note, votre sens élevé de responsabilité et votre capital d'expérience sont autant d'atouts qui augurent d'un apport riche et pertinent et me permettent d'affirmer sans aucun doute que vos échanges se concluront par des propositions concrètes qui seront véritablement à la hauteur des attentes de mon département ministériel et des populations de notre pays. Cet atelier va permettre de restituer et valider les outils élaborés. Il a regroupé des participants provenant des structures diverses comme le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. 5 communes de l'Aïr dans la région d'Agadez viennent de bénéficier d'un projet d'appui à la scolarisation en milieu nomade. 250 boursiers filles et garçons sont concernés pour une durée de formation de 4 ans. D'autres précisions avec Moussa Efale et Ibrahim Mariko. Financé par les partenaires privilégiés de l'éducation UNICEF, ces projets exécutés par l'ONG Homme Environnement Développement Head Tamat concernent 250 boursiers filles et garçons issus des écoles rurales des 5 communes de l'Aïr dans la région d'Agadez, à savoir Tabelot, Timia, Ifrouane, Ingel et Adarbisanat. La validation des critères et sélection des boursiers de CG des 5 communes retenues était au centre de la rencontre présidée ce matin par le secrétaire général de la région d'Agadez, Bouré Mazour Kiloni-Mega, en présence des représentants de l'UNICEF, des membres du comité en charge de la sélection. Prenant la parole, le représentant de l'UNICEF a rappelé à l'assistance les processus objets de la présente rencontre. Un travail fastidieux a été fait, a dit Bouré Mazour Kiloni-Mega en ouvrant les travaux. Au comité de sélection, il leur a demandé d'être impartial et respecter les critères avant de remercier l'UNICEF et l'ONG Head Tamat qui va exécuter ces projets sur une durée de 4 ans. Mohamed Abba Ibrahim, DRES adjoint, revient plus en détail sur les processus. C'est d'abord un projet d'appui à la scolarisation des jeunes nomades qui a été conçu et élaboré par l'ONG Head Tamat que vous connaissez bien, et qui a été soumis à l'UNICEF pour le financement. Ce financement est acquis pour l'instant. Et suite à ça, nous avons fait une certaine mission de sensibilisation et de formation du 3 septembre au 20 septembre dans l'Aïr. Nous avons eu à sillonner la commune de Tabelot, la commune rurale de Timia, d'Ifrouane, Ingal, Aderbislet. Ces bourses-là concernent uniquement les élèves issus des écoles rurales, c'est-à-dire les élèves qui viennent des écoles environnantes des communes rurales elles-mêmes. Les élèves qui logent dans les communes rurales ne sont pas concernés. Seuls les élèves les écoles qui approvisionnent ces communes-là, ces collèges-là, sont concernés. Donc nous allons retenir 250 élèves sur des conditions que voici. Il faut s'assurer que ces élèves-là sont des familles pauvres, soit des orphelins, soit des familles dont le revenu n'est pas assez important, et des élèves qui n'ont pas encore de tuteurs dans les communes dans lesquelles ils vont poursuivre leurs études au secondaire. Et ces élèves-là et les tuteurs seront appuyés. Les élèves seront appuyés en kit et en allocation, et les tuteurs auront aussi une assistance financière. Ça concerne uniquement les élèves admis en classe de 6e pour l'année 2012-2013. Donc les élèves qui sont admis cette année, qui rentrent en 6e cette année. L'enveloppe est de 100 millions de francs CFA par an pour cette année. La durée est de 4 ans. Donc les élèves seront suivis de la 6e jusqu'en 3e, jusqu'à la fin de leur 3e. C'est comme ça que le processus va être déclenché. En politique, le Bureau politique national de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR a rendu publique une déclaration ce matin au siège de Modern FA Lumana. Cette déclaration est relative à la situation sociopolitique de notre pays et elle nous est lue ici
par Omar Hadari, membre de la RDR. Voici un extrait de cette déclaration. L'Alliance pour la réconciliation nationale, la démocratie et la République, ARDR. Déclaration du 14 novembre 2013. Le Conseil général de l'ARDR s'est réuni ce jour, jeudi 14 novembre 2013, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Le Niger vient d'être endeuillé par la disparition tragique de 92 compatriotes, essentiellement des femmes et des enfants, retrouvés morts dans le désert. En cette douloureuse circonstance, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR renouvelle aux familles des disparus et à leurs amis ses condoléances les plus attristées. Elle associe par ailleurs ses prières à celles des familles et amis des victimes pour qu'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, les accueille dans sa grâce pour le repos éternel de leurs âmes. Militantes et militants, sur tout un autre plan, la RDR se félicite de la libération le 29 octobre 2013 des otages français Thierry Doll, Daniel Elari, Pierre Legrand et Marc Ferré, enlevés à Arlit en territoire nigérien par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, le 16 septembre 2010. Au demeurant, le récent assassinat, le 2 novembre 2013, de deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, par un groupe de terroristes à Kidal, dans le nord du Mali, est un exemple édifiant. La RDR condamne avec fermeté ces crimes odieux et exprime sa grande émotion et son indignation au peuple français, à l'ensemble du personnel de Radio France Internationale, ainsi qu'aux familles des victimes. Ce sont les tenants du pouvoir qui encouragent la corruption, les passe-droits et érigent la violation de la Constitution, des lois et règlements de la République en méthode de gouvernance. La caporalisation des médias d'État et la même mise sur certains médias privés, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République appelle ses militantes et militants, ses sympathisantes et sympathisants à se mobiliser pour se tenir prêts à répondre à tout mot d'ordre. Vive le Niger, vive la RDR, vive la démocratie, vive la République. Donc suite de cette édition avec nos invités que nous recevons ce soir pour apporter des éclaircissements au public sur les conditions de déroulement du vote du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 proposé en motion de confiance par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini à l'Assemblée nationale. Donc le vote a été favorable avec 70 voix pour, 43 contre. C'était donc le dernier samedi 9 novembre 2013. Revenons donc à nos invités. Monsieur Nassirou, je vous accorde rapidement. Nous allons boucler le débat que nous avons entamé en début du journal. Ça tourne autour donc de la corruption, des accusations faites par des journaux dans les débats. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec Omar Hadari, donc membre de l'ARDR, qui parle de corruption. Qu'est-ce que vous en pensez de ces débats? Je vous repose la question. Oui, d'une manière générale, vous l'avez bien dit, la corruption est un phénomène qui gangrène les sociétés africaines et principalement les pays qui sont en voie de développement comme le nôtre. Il faut lutter contre ces phénomènes puisque sans ça, quels que soient les milliards que l'État peut mobiliser, que ce soit à l'interne ou à l'extérieur, ça n'ira pas véritablement profiter aux populations vulnérables. Donc je pense que la lutte contre la corruption doit être aussi un processus, mais on doit poser les jalons véritables pour que l'opinion nationale et internationale constate et soit convaincue que voilà un départ qui a été amorcé et que les stratégies et les lois et règlements de la République seront mises à contribution pour épargner la société d'un tel phénomène. Jusqu'à preuve de contraire encore au Niger, on a commencé, il est vrai, les gens l'ont constaté, mais ce qui manque jusqu'à présent, c'est la concrétisation
de la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'au Niger, il y a eu un certain nombre de temps où les Nigériens crient au vol, au scandale, on a pillé les ressources de l'État. Et jusqu'à présent, les gens ne constatent véritablement que la justice a mis la main sur des voleurs, sur ceux qui ont pris l'argent de l'État et qu'ils les ont restitués au préalable. Donc je pense que c'est un processus, il faut encourager la justice dans sa réforme et créer les conditions pour que ça soit une réalité et que le citoyen lambda soit convaincu que désormais les biens publics sont protégés. Par rapport à cette question des journaux, vous avez vu depuis l'ancrage de la démocratie dans notre pays et la signature de la table de la montagne, elle est vraiment vraie de le dire que beaucoup de journaux écrivent ce qu'ils veulent. Ça, c'est une réalité avec la liberté d'expression. Au-delà de les gens disent ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent, les journaux aussi écrivent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, souvent sans respect de la déontologie aucune. Et cela est lié surtout à la non-régulation, à la non-prise en main de cet aspect par l'organe qui est censé réguler la presse. Il y a un organe qui doit s'appeler le CSC, qui a la responsabilité de réguler ce genre de choses. Je ne pense même pas si le CSC se donne de la peine de lire ces journaux qui passent, parce qu'il y a des choses, comme vous les disiez, vous êtes convaincus que ces journaux-là ne sont pas passés quand même par là-bas. Sinon, il y a des choses qui doivent être traitées, qui font atteinte aux institutions de la République, souvent qui font atteinte même à des personnes, des citoyens lambda. On va t'attaquer, on va te vilipender, on va dire ce qu'on pense, alors qu'il y a une institution de l'État qui est censée te protéger parce que le journal doit passer par là-bas. Donc je pense que c'est une occasion de rappeler les gens à beaucoup plus de respect de la déontologie pour les journalistes et au CSC de se ressaisir pour servir au moins à quelque chose. Il ne faut pas qu'elle soit une institution budgétivore qui consomme seulement du budget de l'État et qui n'est pas en train de réguler l'information. Je pense que c'est une réalité, c'est vrai ça qu'on J'espère que le Conseil supérieur de la communication vous entend et puis bon, ils joueront pleinement le rôle. À vous, Maître Djibo Ibrahim, vous êtes parlementaire, vous êtes député. Est-ce qu'un parlementaire est libre de voter un programme ou un plan selon son choix? Merci. Naturellement qu'un parlementaire est libre de voter et d'exprimer librement sa volonté parce que cela a été prévu par la Constitution qui dit que le mandat impératif est nul. Cela veut dire que nul ne peut obliger un parlementaire, en tout cas, à se faire une idée, sinon à avoir une conviction contre sa conscience. Le texte constitutionnel a réglé cela. Et donc la question ne se pose pas. Mais dans la réalité, effectivement, on se rend compte que les uns et les autres, en fonction de leur intérêt, font fi de cela. Ils font fi, en tout cas, de cette disposition constitutionnelle qui est de taille. Ce n'est pas pour rien que le législateur l'a prévu. C'est effectivement pour permettre aux parlementaires, qui est un élu du peuple, un représentant du peuple, d'exprimer en toute liberté, en toute indépendance, et selon sa conscience et selon l'intérêt, en tout cas pour lequel il est là, l'intérêt des populations qu'il représente, qu'il exprime sa volonté chaque fois que c'est du besoin, tel le cas, en tout cas le samedi 9 novembre dernier, où les parlementaires nigériens étaient amenés à se prononcer sur un programme, n'est-ce pas, un programme qui en tout cas prend en compte tous les aspects socio-économiques de la nation. Vous étiez à l'Assemblée nationale le jour du vote, un autre débat, parce que c'est des accusations de corruption, mais aussi certains estiment que le secret, la transparence du vote n'ont pas été respectés au niveau de l'Assemblée nationale. Non. Dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le secret du vote et de la transparence n'a pas été respecté, je ne suis pas de cet avis-là, pour la simple raison que les modalités du vote ont été prévues par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les votes sont déroulés conformément à ce règlement intérieur-là. C'était un scrutin public, à bulletin secret. Autrement dit, à chaque député, en fait, vous étiez là-bas, je vais dire la télévision nationale était, toutes les télés étaient là-bas, ça a été filmé en direct. Et à chaque député, il a été remis le nombre de bulletins qu'il fallait, notamment 3, et l'enveloppe aussi également à chaque député, et chacun, tout librement, est passé voter, mettre en tout cas au niveau de l'isoloir, comment il s'appelle, le bulletin de son choix, et
le vote s'est déroulé de cette manière-là. Vous l'avez suivi en direct et tout le peuple nigérien, en tout cas tous ceux qui avaient, en tout cas les médias, ont pu suivre quand même que la transparence et l'honnêteté des votes n'ont pas été, en tout cas il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais la suite, c'est que bon, les gens sont partis de leur interprétation pour dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que la conviction des députés était basée sur tel ou tel aspect de la chose, en feignant, en tout cas en ignorant royalement en tout cas les dispositions qui régissent la matière. C'était ça en fait le problème. Docteur Maman Hima, je suis à vous présentement. Le plan de développement économique et social 2012-2015, PDS, a été validé par les partenaires d'abord à la table ronde de Paris, puis les parlementaires ont donné leur accord avec les 70 voix pour sur les 113 qui composent l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan qui aujourd'hui est pratiquement le levier de la politique de la Renaissance du président de la République? Oui, cette vision du président de la République, et ça montre un peu que le Niger a tourné le dos à l'improvisation et c'est pour cela qu'on a renoué avec un programme. C'est extrêmement important parce que les défis du Niger, aujourd'hui, surtout dans le monde rural, et comme l'a dit d'ailleurs le président de la République, notamment à travers l'initiative 3N, qui veut, comme il l'a dit, mettre fin à cette récurrence de la famine au Niger, mener des actions de développement pour mettre un terme au taux de mortalité très élevé, engager des actions, des réformes structurelles sur le plan économique pour parvenir à des résultats, c'est extrêmement important. Et ça a trouvé l'adhésion de l'ensemble de la communauté internationale et aujourd'hui, il faut être fier d'être nigérien. Et c'est pour cela que nous demandons au président de la République, qui est au-delà de l'aspect clanique ou partisan, de continuer dans ses efforts, de se battre comme il le fait pour le Niger, pour que nous tournions définitivement dos à la pauvreté et à la sécheresse. Et c'est pour cela que nous adhérons entièrement au programme de développement économique et social et nous félicitons l'ensemble des Nigériens aujourd'hui qui voient les transformations concrètes dans le monde rural et qui voient de jour en jour une amélioration de l'état de santé, de l'état nutritionnel et ces investissements notamment en termes de routes pour essayer de voir dans notre grand pays, le Niger, comment nous allons mettre fin à cet enclavement interne. Donc c'est un appel. Les gens sont convaincus qu'à travers ce programme de développement économique et social, le Niger sera un pays émergent. Merci. Merci donc, Dr Maman Hima, vous êtes de la MRN, la Mouvance pour la Renaissance du Niger. Merci aussi, Maître Djibo Ibrahim, d'être venu. Merci, le débat en a suffisamment. Donc, merci d'être venu. Vous êtes député, Maître Djibo Ibrahim, vous êtes à l'Assemblée nationale. Justement. Merci aussi Nassirou Zedou, vous êtes acteur de la société civile, d'avoir apporté tous ces éclaircissements. Merci à vous également de nous avoir suivis et merci de votre fidélité.